Bonjour, donc nous nous retrouvons pour cette seconde table ronde consacrée à l'étude des influences et des images de la cuisine française à l'étranger. Donc l'objectif de cet échange est au-delà des incantations habituelles sur les raisons qui peuvent expliquer le succès de la cuisine française, d'essayer d'étudier au travers de regards croisés de professionnels, d'universitaires, ce qui explique ce rayonnement de la cuisine française et ce qui finalement peut permettre de comprendre l'influence et l'image de la cuisine française. Alors pour évoquer ce sujet, donc j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Chardon, donc qui est président de la SOPEXA, président d'une association de terroir et culture, il nous en dira peut-être deux mots, et comme il aime à se définir lui-même, paysan. Ensuite, donc Raume Tapies, donc qui est président de Relais Château. Je pense que c'est pas tout à fait utile de présenter cette structure réputée. Ensuite, Jean-Pierre Poulain, sociologue, directeur du CETIA. Stéphane Carade, restaurateur. Et Marc de Ferrière, historien. Alors je vais peut-être leur passer la parole en deux mots pour se présenter peut-être un petit peu plus en détail et qu'ils nous expliquent finalement au travers de leur expérience pourquoi ils ont choisi de participer à cette table ronde. Dominique Chardon, peut-être. Bien, merci. Oui, j'ai accepté, bien sûr, parce que dans les mots influence et image de la France, il y a la cuisine, et ça, c'est quelque chose d'important. Je suis président de la SOPEXA, un organisme qui est chargé de la promotion des produits agricoles et alimentaires, et nous sommes présents dans 40 pays dans le monde. Et à l'intérieur, en tant que président, j'essaie d'influencer, je le dis sincèrement, pour retrouver plus de transversalité et parler non plus de modèle, mais de culture alimentaire. Et le deuxième élément qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est la présidence et l'action que je mène dans l'association Terroir et Culture, dont un certain nombre de membres sont ici, Jacques Puiset, Jean-Robert Pitt, j'ai vu aussi, j'ai vu notre ami, oui, il n'est pas là, mais enfin un certain nombre, même notre ami Blanc, etc. C'est-à-dire que nous travaillons aussi autour des terroirs. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est une alternative à la standardisation, à l'uniformisation des cultures. Et nous avons un gros travail à faire en matière de diversité et un travail sur la complexité. C'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec l'UNESCO. Merci. Raume Tapies, Relais Château. Alors, je voudrais commencer par vous remercier pour m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. J'espère que je pourrai vous éclaircir quelques détails sur un cas pratique d'internalisation de cet esprit français, de ce qu'on appelle dans les Relais Châteaux l'art de vivre à la française. Je suis un Doran. Je suis le premier président depuis 1954, la création de Relais Châteaux qui n'est pas français. Mais je voudrais vous dire que quand Relais Châteaux a été créé en 1954, c'était 8 hôteliers entre Paris et la Côte d'Azur qui ont commencé cette aventure et qui s'appelait au début la route du bonheur. Et cette route est rentrée en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et aujourd'hui, Relais Châteaux est présent dans 51 pays, dans les 5 continents, avec 456 maisons. Alors, ces hôteliers, tout au début, avaient des valeurs bien ancrées dans la tradition française et dans la tradition culinaire française. Et aujourd'hui, Relais Châteaux a gardé ces valeurs et on essaye de les développer de partout dans le monde. Et que même quand des établissements non français ils posent la candidature pour devenir Relais Châteaux, ils adhèrent à ces valeurs. Et Relais Châteaux essaye que, par rapport à d'autres chaînes intégrées, qui veulent qu'on trouve exactement la même chose partout, Relais Châteaux essaye que chacun développe sa propre personnalité, mais que cette personnalité se développe en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, autour de ces valeurs, qui sont des valeurs bien françaises. Alors, ce n'est pas une question d'imposition, c'est une question de conviction dont je suis vraiment content d'aujourd'hui de représenter. Merci. Jean-Pierre Poulain. Merci.
beaucoup de plaisir à être parmi vous. Je retrouve toute une série d'anciens étudiants. Seul défaut, c'est que ça donne le sentiment de vertige quand on voit le temps qui passe. La raison de l'intérêt que j'ai à participer à cette table ronde, l'intérêt est double. Le premier, c'est que je suis un acteur de la formation hôtelière. J'ai été chef de travaux de l'école hôtelière de Toulouse. Ensuite, j'ai mal tourné. Je suis à l'université, je dirige le centre d'études du tourisme et des industries de l'accueil à l'université de Toulouse, et dans lequel il y a un certain nombre de collègues des lycées hôteliers qui passent l'année préparatoire avant d'aller à l'IUFM. Et on a une activité de formation ici, mais d'essaimage. Et là, j'arrive. On vient de fêter les 20 ans de la coopération entre la France et la Malaisie en matière de tourisme et d'hôtellerie. Et il y a quelques collègues que je vois ici qui ont participé activement à ce succès. Il y a en Malaisie 1600 étudiants du bac professionnel au master qui, depuis 20 ans, alors les masters sont plus récents, mais depuis 20 ans, apprennent la cuisine française. Et le paradoxe, apprennent la langue française. L'Alliance française vient de s'installer dans l'école. Alors, quand on est arrivé au début, les types étaient un peu le doigt sur le pantalon, la couture du pantalon. Et quand ils avaient touché la veste d'un cuisinier français, ils avaient un peu le sentiment d'avoir touché le bon Dieu. Et ils étaient prêts à ce qu'on leur explique comment les œufs mimosa se font et la cuisine française. Et petit à petit, le regard a été pointé sur ce que sont l'ensemble des cultures alimentaires et gastronomiques, n'ayons pas peur des mots, dont ils sont aussi les porteurs. Et voir aujourd'hui l'activité de création en matière de grande gastronomie en Asie du Sud-Est, y avoir un tout petit peu contribué, il y a d'autres expériences de ce type-là, montre la transformation des processus d'influence de la France, qui ont basculé d'une situation dans laquelle on a fait de l'exportation de nos savoir-faire, centré sur les recettes, centré sur... aujourd'hui, on est plutôt dans une posture. La posture de la nouvelle cuisine, un de ses grands mérites, un de ses avantages incroyables, c'est d'avoir permis de regarder les cultures locales positivement, comme des sources d'inspiration, et pas seulement comme des choses dont il fallait se tenir à distance. Merci. Voilà. Stéphane Caran. Alors, bonjour tout d'abord, et puis je suis le cuisinier de l'équipe là. Et pour la petite histoire, je suis content de revenir à Tours parce que j'ai passé 2 ans de 95 à 97 ici à Tours chez Jean Bardet. J'étais son second, donc ça me fait très plaisir de revenir ici. Pour ma part, moi je peux juste témoigner cette année. Je suis parti 2 fois en Asie, une fois au Japon, une fois, je reviens de Hong Kong, et j'ai vu des choses assez étonnantes. Alors, quand on me demande qu'est-ce que vous faites, bon, je suis cuisinier, effectivement je suis cuisinier, mais au-delà de ça, je suis quand même restaurateur. Parce que l'art de recevoir, c'est quand même un tout. C'est le service, c'est les fleurs, c'est l'accueil, c'est aussi la cuisine. Et on aurait pu dire influence de la restauration française à l'étranger plutôt, parce que c'est quand même un ensemble. Et ce que j'ai vu, et aujourd'hui je peux témoigner de ce que j'ai vu cette année. Bien sûr, on est bien présent à Hong Kong notamment, dans tous les grands hôtels, il y a des chefs français et même anglais, mais qui font de la cuisine française et qui font de la prestation ou de la restauration française. Donc, on en reparlera après, mais c'est vrai que j'étais assez étonné de l'engouement qu'il y a pour moi je suis jeune, moi je suis un peu naïf et innocent, de voir un peu cet engouement pour la restauration et la cuisine française. Je sais, même au Japon, et pratiquement je reçois 2 curriculums vitae de cuisine japonais par mois, hein, pour venir travailler à Jurançon. Alors pour me situer, Jurançon c'est juste à côté de Pau, donc on est accolé contre les Pyrénées. Et donc c'est un restaurant qui s'appelle Chez Ruffet, et il y a entre 40 et 50 places. On vient d'avoir 2 étoiles Michelin cette année, donc on a été récompensé. Et voilà, mais ces cuisiniers, c'est assez étonnant de voir que des jeunes cuisiniers japonais veulent faire un stage chez Ruffet à Jurançon. Donc ils sont assez curieux, et c'est pas pour rien, quoi. Bien, merci Marc de Ferrière.
Bien, ben moi, donc, je suis l'historien de service et je m'intéresse à ce thème de l'influence de la cuisine française, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Au-delà de la cuisine, la dimension restauration et gastronomie dans tous ses aspects, l'art de vivre à la française qui entoure la cuisine, puisque moi je suis plus spécialiste non pas des aliments, mais du contenant, c'est-à-dire des arts de la table et des choses qui tournent autour. Et en tant qu'historien, je suis convaincu, et je le vérifie dans ce que j'étudie, que l'influence de la cuisine française à l'étranger ne date pas d'aujourd'hui, mais que c'est un mouvement ancien, continu, qui ne s'arrête pas et qui repose sur une historicité forte qui explique en partie cette influence. La dimension historique est un élément du présent. Nous reviendrons sur cet aspect dynamique du processus d'influence et d'image. Je vais redonner la parole à Jaume Tapies. Donc vous avez parlé d'art de vivre à la française. Concrètement, dans votre organisation Relais Château, comment est-ce que ça se traduit et comment est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre conception de l'art de vivre à la française? Alors, moi, je voudrais commencer par dire où est-ce que ça s'inscrit, cet art de vivre à la française, à l'international. Nous sommes dans un contexte de globalisation où les aspects de multiculturalité sont très importants. C'est-à-dire qu'on peut trouver, par exemple, en Chine, un relais gourmand français qui dirige, c'est-à-dire un chef français qui dirige un restaurant des investisseurs chinois, avec des gens en cuisine asiatique, avec des clients qui peuvent être soit chinois, soit... ces espaces multiculturels et leur donner un vrai sens. Et je me souviens d'un sociologue français, Marc Auger, qui parle de non-lieu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, des aéroports ou même des hôtels, où on peut dire, voilà, on ne sait pas si on est à Rome, à Paris, à New York ou à Shanghai. Et dans notre monde, c'est très important de retrouver où nous sommes. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ces mélanges de cultures et retrouver où nous sommes? Mais voilà, l'excellence de cet art de vivre à la française a fait que des chefs français, ils ont pu amener son savoir-faire, des techniques, mais aussi une ambiance, même un art de la table, qui a su se mélanger dans tous les pays ensemble, avec ces différentes cultures, et ressortir le mieux. Un exemple, au fin fond d'Afrique du Sud, quand on va dans un lodge au milieu de la forêt, est-ce qu'on s'attend vraiment à une cuisine française comme celle que tu peux faire aux Pyrénées? Non, bien sûr que non. C'est ce qu'on attend, c'est retrouver le même plaisir. Et ce même plaisir qu'on trouve au fin fond de la forêt, mais c'est vraiment basé dans cet art de vivre qu'on a su expatrier depuis la France. Alors, moi, je trouve que nos relais gourmands, c'est un groupe dans les Relais Château qui représente les meilleures tables. On aime dire pas les meilleures tables, mais les plus belles. Et l'aspect plus belle vient de dire, voilà, il n'y a pas seulement la qualité des tables, il y a cet aspect de plaisir, il y a cet aspect d'ambiance qui fait que n'importe où dans le monde où on peut se trouver, autour de cette même philosophie, avec un mélangeant de produits locaux, on peut arriver à avoir ces plaisirs de manger et d'y retrouver un peu le meilleur de l'endroit, mais aussi de la culture que nous avons nous-mêmes. Merci. Je voudrais rebondir sur ce propos et demander à Dominique Chardon, justement, qui, en préparant cette émission, me disait que finalement, il y avait deux éléments à prendre en compte, les hommes et les produits. Par rapport à cette recherche de plaisir, cette recherche de sens du lieu et de l'accueil, comment est-ce que vous voyez les choses? Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, et ça, je le dis avec passion, mais sans arrogance, parce que l'influence de la cuisine française, des grands chefs français, donc des hommes, est essentielle aujourd'hui, même si, et je le dis, il y a une forme de honte à l'exprimer de temps en temps, une forme de... oui, la France un peu ringarde serait celle
un peu ringarde. La modernité, c'est Airbus, excusez-moi, je vais citer, et nous sommes là un peu décalés à parler de notre cuisine, de nos chefs, de nos produits. Et de redire cela aujourd'hui, reparler ici dans cette conférence de l'influence et de l'image de la France par sa cuisine, par ses chefs, c'est à mon avis quelque chose d'essentiel. Et c'est un élément de fierté. Et dire cela, c'est aussi redire l'excellence donc de cette cuisine qui, par ses hommes, donc par ses savoir-faire, mais aussi par ces noms, puisqu'il y a des noms qui sont les repérages de ces grands chefs qui sont le repérage donc de cette cuisine française et qui sont connus à l'étranger. Et c'est presque au quotidien que la référence est faite pour la France d'une France de la diversité, bien sûr de la complexité, mais cette France qu'on retrouve dans le repas, avec bien sûr cette succession de plats, mais aussi avec quelque chose qui est très particulier dans le repas français ou à la française, c'est bien sûr l'intégration du vin, ce qui n'est pas d'ailleurs, c'est quand même très particulier, même si aujourd'hui cela s'étend, le vin ou les vins s'introduisent au milieu des mets, sont dans l'harmonie des mets, et c'est aussi ce qui fait que nous retrouvons dans la cuisine française, donc dans les repas, sur la table, on va retrouver bien sûr des noms, des chefs, on va retrouver des savoir-faire et on va retrouver des produits. Et ces produits représentent souvent une image de la diversité française qu'on retrouve en particulier dans les terroirs. On va retrouver aussi dans les hommes des métiers. On a parlé du cuisinier. Puis-je dire aussi un mot sur les sommeliers qui sont associés. Et Jacques Puzet, je ne sais s'il est dans la salle, qui travaille beaucoup pour Sopexa dans le monde, à la formation des sommeliers, en parlerait bien mieux que moi. Mais tout cela aussi, c'est derrière, dans la beauté, c'est les paysans qui vont, je suis moi-même à la fois producteur d'huile d'olive, des vins et des légumes, en agriculture biologique depuis 20 ans, c'est aussi cette image de la beauté, mais aussi de l'excellence. D'ailleurs, qui sont rapportés dans les 2 derniers livres de Gilles Fumet, et que vous connaissez comme géographe, et puis Jacques Puzet, qui vient de sortir un livre excellent également. Aujourd'hui, tout ça, on retrouve de la fierté, et je voudrais que ça soit mieux intégré et mieux compris pour que nous-mêmes ici, dans le cadre des échanges qui passent aussi par le tourisme, on retrouve en France cette idée qu'on se fait de la belle cuisine française à l'étranger. Et si j'écoute récemment, j'arrive de Budapest, j'étais il y a quelques jours à Dubaï et je suis passé dans d'autres pays, il y a une forme de déception. On me cite, mais je ne voudrais pas exporter nos doutes ou une mauvaise image de la France, donc je fais attention, mais on me dit, mais sur les Champs-Élysées, comment se fait-il qu'il n'y ait plus véritablement de grands et de beaux restaurants ? Il nous manque. Et si je dis ça, c'est que c'est important quand on va parler, quand on est dans l'expression, quand on est comme les chefs qui se déplacent, comme M. Bardet au Japon, etc., c'est d'être capable aussi de dire, mais vous l'avez chez nous. Et vous allez retrouver avec fierté, chez Jean Bardet par exemple, ce que j'ai vécu hier soir, qui sont des moments inoubliables, qui donnent cette image d'une belle France dont on est fier. Alors, pour expliquer une partie de l'image très positive, notamment en grande gastronomie, on parle souvent des produits. Là, vous venez d'évoquer le terme de terroir. Alors, en quoi est-ce que cette notion de terroir est-elle constitutive de l'image, de la qualité française à l'étranger ? Alors, c'est vrai que le mot n'est pas traduisible. D'ailleurs, je redis que nous travaillons aussi avec l'UNESCO dans le cadre de l'association Terroir et Culture, parce qu'on voudrait que ça devienne, comme d'ailleurs le mot restaurant, comme d'autres mots, ça devienne un mot commun, universel, et que nous sachions, nous, le traduire, c'est une chose, que les Italiens, que les Espagnols, que les Latins sachent le traduire, mais pas tout à fait comme nous quand même, avec d'autres explications, et que ce mot, en particulier, soit aussi traduisible dans les langues asiatiques, qui sont celles qui s'intéressent le plus, encore que les Californiens aujourd'hui sont largement, pour ne citer que, si je peux parler aussi des Québécois,
Leur fierté, j'entends encore le ministre de l'Agriculture québécoise, il avait oublié que c'était les commodities qui dominaient encore le Canada, mais à une réunion très récente, il n'a parlé que des produits de terroir. Donc sa fierté passait bien par l'identité, par les produits d'un lieu et par des produits qui ont une histoire. Donc, et là encore, nous avons, non pas nous, à dire on est sûr de nous, excusez-moi, ce mot arrogance, il est tellement répété, on l'a à la figure en permanence qu'on fait attention, mais c'est quand même cette diversité culturelle, cette diversité biologique, cette diversité humaine qui fait que nous avons aussi à prendre la parole pour dire la différence. Et le terroir, c'est la différence. C'est par les terroirs que, bien sûr, on va retrouver les produits. Nous avons fait, pour ne donner qu'un exemple, très dernièrement un forum, pour ceux qui suivent un petit peu l'association, sur l'Aubrac. Nous l'avons fait à l'Aïeul. Et quand on connaît un petit peu ce pays, c'était il y a 2 mois. Alors on peut parler, bien sûr, du couteau, on peut parler de la race Aubrac au sens de la vache, mais immédiatement on va retrouver le fromage, et puis on va retrouver l'aligot. Enfin, je ne veux pas continuer toute la soirée, mais tiens, le tourisme, et puis le chemin de Saint-Jacques. Et je me dis que cela, quand j'ai vu les étrangers venir à ce colloque, ils en rêvent et ils voudraient aussi le traduire et le développer. Et donc pourquoi justement l'UNESCO ne reprendrait pas, et c'est ce que nous tentons de faire et qui d'ailleurs les intéresse fortement dans le cadre des conventions sur la diversité, qui d'ailleurs sont encore un peu combattues par en particulier les États-Unis, sans faire de politique, mais c'est quand même dur pour faire accepter même ce mot de terroir. Mais pourquoi justement ne pourrions-nous pas tous associer, tous les métiers, parce que c'est ça aussi le terroir, c'est la transversalité, avec les écrivains, avec les géographes, avec les architectes, les historiens, les sociologues, avec les ethnologues, etc. Nous avons tous un mot à dire et à justement faire en sorte que cette planète, elle soit belle malgré effectivement cette uniformisation, ces formes de standardisation. Moi, je crois que d'un excès naît une autre façon d'être et que le terroir, non pas au sens nostalgique du terme, bon, moi je suis fils d'un petit paysan de Lignières de Touraine, donc j'ai quitté l'école très jeune, j'ai travaillé avec le cheval, et puis j'ai vu effectivement la difficulté matérielle, donc j'ai pas envie de retrouver non plus la bougie sur la cheminée, les sabots de bois et de la paille dedans. Quand je dis le terroir aujourd'hui, c'est dans la modernité. Merci. Alors justement, Stéphane Carrade, j'imagine que vous avez dans votre chérufée le souci de valoriser un terroir et qu'au travers de votre expérience avec ces chefs japonais qui s'intéressent, vous avez aussi le souci de leur transmettre cette valorisation du terroir. Comment est-ce que concrètement les choses se présentent ? Tout à fait. Moi, le terroir, déjà, le mot me plaît beaucoup, terroir, mais il est quand même assez galvaudé. Ça veut dire qu'en ce moment, dans la gastronomie, on dit le terroir, on s'en éloigne un petit peu. Moi, je définis ma cuisine comme, et je le marque partout d'ailleurs, et j'essaie de le faire passer. J'ai une cuisine, c'est le terroir progressif. Ça veut dire que je cuisine uniquement le même terroir, que les produits de ma région. J'ai aucun transporteur. Il faut dire que j'ai un petit peu de chance. Ça veut dire qu'il y a la mer et la montagne. Donc j'ai les poissons, j'ai vraiment des très beaux produits. Je suis amoureux de ma région et de mes produits. Par contre, il faut regarder son temps. Donc moi, je les transforme et j'ai des nouvelles techniques. Et il y a des idées du matin qui sont quand même un petit peu avancées, poussées. Donc il faut aussi avancer dans le terroir. J'appelle ça le terroir progressif et je trouve que c'est une bonne définition. Mais c'est vrai que dans la gastronomie en ce moment, on n'aime pas trop ce mot terroir. Par contre, quand on va à l'étranger, et notamment en Asie, ils sont friands de nos produits. Et quand ils viennent nous voir, ils vont partout. Ça veut dire qu'ils vont voir nos vignerons, ils vont voir nos producteurs. Et ils sont assez, en Asie surtout, ils sont assez copieurs quand même. Ça veut dire qu'ils aiment ça, ils essayent un petit peu de reproduire. Pourquoi pas ? Moi, ce que je reproche pas, mais je suis jeune et quand on m'envoie ou qu'on me mandate pour aller faire une promotion culinaire à Hong Kong pendant 14 jours, je trouve que un petit peu dommage que je sois tout seul pour représenter un petit peu un petit coin de la France, ça peut être aussi avec le conseil général, peut-être que je me suis mal débrouillé ou à la chambre de commerce.
ou l'Aspexa, et de partir à 2 ou 3 et essayer d'exporter un petit peu ces produits, un morceau de notre pays, de notre région. Là, j'ai réussi à le faire avec un vigneron et un producteur de foie gras, c'est super, je crois que c'est gagné. Si on va 14 jours pour faire de la cuisine, donc déjà, bon, on fait connaître notre restaurant, un petit coin de notre France. Et si en plus on peut présenter des produits et exporter 2 fois par semaine du foie gras et du vin, je trouve que c'est gagné. Alors par rapport à, je vais être un peu plus technique, par rapport au travail qui est fait avec les locaux quand on va là-bas ou avec les gens qui viennent nous voir. Je crois qu'au niveau technique et au niveau travail, que ce soit avec un couteau, que ce soit maintenant les machines sous vide ou PacoJet ou autre, un petit peu de nouvelles techniques, ils ont rien, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent comprendre, c'est pourquoi on a fait tel mariage, pourquoi on a fait ce saisonnement, parce que ça, je crois qu'on l'a dans nos gènes, et je crois que c'est inné chez nous, c'est tout en restant humble et puis restant la tête sur les épaules, parce que des fois on manque un petit peu d'humilité en France, surtout dans la cuisine française. Mais je trouve que ce qu'ils cherchent, eux, c'est de comprendre pourquoi on a saisonné comme ça et pourquoi on a fait ce mariage. Et ils ont des difficultés avec ça. Mais après, le reste, ils n'ont aucune difficulté. Avec un couteau, je crois qu'ils sont meilleurs que nous. Ils font un détaillage au millimètre près. Ils ont vraiment même à nous apprendre. Mais après, ce qu'ils cherchent, eux, c'est ces mariages. Pourquoi on a mis ce produit-là avec un autre et ça, ils l'ont pas. Voilà. Bien, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si on va réouvrir le débat entre l'inné et l'acquis, mais je crois qu'au travers de ces 3 premières interventions, on a déjà vu commencer à caractériser la nature de cette influence française à l'étranger. Jean-Pierre Poulin, vous avez évoqué dans votre propos introductif la transformation du processus d'influence de la France. Est-ce que ces différentes interventions sont de nature à permettre d'éclairer un peu la nature de cette transformation ? Oui, je pense que assez clairement... Ce qui était pointé ici, c'est quelque chose qui se situe effectivement dans l'ordre de l'attitude et du rapport que les Français ont construit à l'alimentation et à l'être ensemble autour de l'alimentation. Et cette question-là, en même temps que j'écoutais, s'impose à moi depuis ce matin cette phrase de Miguel Torga, vous savez, ce poète portugais, qui dit « L'universel, c'est le local sans les murs ». Et toute la difficulté dans la promotion du local, c'est effectivement de ne pas arriver avec les gros sabots néocolonialistes un peu désagréables à suivre. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans la cuisine contemporaine qui est de l'ordre de l'attitude, qui est de l'ordre de la manière de regarder le rapport à l'alimentation. Il me semble qu'un des enjeux, à l'échelle de l'influence internationale de la France, se joue aujourd'hui dans ce qui me semble être une crise de la critique. C'est-à-dire que le système gastronomique français, et tout à l'heure vous pointiez en disant on n'a pas forcément bonne presse, ou tout à l'heure, M. Charton disait des fois on est un peu mal à l'aise, parce que, alors on se rappelle tous Pompidou disant la France du camembert, la France des bons vins, tout ça c'est fini, ce sera la France de... Et on est dans les années 70, début des années 70. Et notre France du camembert, notre manière d'aborder ces questions, elle présente toujours un intérêt. Alors, la question de la critique me semble décisive, parce que le système gastronomique français, c'est à la fois des clients, c'est à la fois des artistes, ou des artisans, ils n'aiment pas trop, voilà, des artisans si vous voulez, je vous l'accorde. Mais permettez-nous de vous regarder peut-être un peu plus comme des artistes aussi. Et puis de temps en temps, c'est des gens qui sont entre les deux et qui... Alors, il y a une posture de distribution des étoiles, mais en fin de compte qui désigne l'excellence. Et cette manière de désigner l'excellence, elle évolue, elle se transforme. Et aujourd'hui, on est probablement à la croisée d'un chemin, lorsqu'on voit, par exemple, petit à petit, alors je ne suis pas sûr qu'il s'impose, mais en tout cas une tentative d'imposition d'un modèle qui est plutôt celui de la notoriété. Vous savez, vous avez de grandes cultures des guides. Il y a les guides français, dans lesquels il y a une hiérarchisation qui est faite par des gens qui sont les gardiens d'un certain nombre de principes.
lesquels principes pouvant évoluer. Il peut y avoir des combats entre ceux qui distribuent les règles de l'excellence ou les étoiles. Mais il y a une autre culture du guide, c'est la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire, ce sont des guides de partage. C'est j'ai bien mangé à tel endroit et je le fais partager à ceux qui veulent bien le partager. Et dans ce cas-là, on est dans une autre posture. Et alors, ce qui s'est passé avec l'opération de Restaurant Magazine, qui se renouvelle depuis quelque temps, c'est que ça a été une formidable opération de communication. Tout le monde rigolait au début. Allez, un restaurant, un magazine professionnel habitué à un tout petit public, qui se met à vouloir désigner les meilleurs restaurants du monde. Personne n'a pris ça au sérieux en France. D'autant que quand on a vu arriver le premier classement, il y avait de quoi rigoler. La moitié des restaurants étaient anglais, même si on a toujours bien mangé en Angleterre. Il n'y a pas un restaurant suisse, il y en a un seul italien, etc. Il n'y a aucun québécois. Sauf que, d'un seul coup, ça a basculé dans la presse et ça a été repris, très largement repris dans un contexte un petit peu où l'univers anglo-saxon ferraillait avec l'univers français. Et puis, même les chefs qui étaient là-dedans, on était avec Brasse en juin en Asie, eh bien, ça leur plaisait de dire qu'il était 5e dans le fameux classement, le dernier classement. Et donc, il y a même des retours d'images. Alors, le problème, c'est que soit c'est le Michelin en tension avec d'autres guides qui vont définir des formes d'esthétique, ou de l'autre côté, c'est les bataillons d'attachés de presse qui vont construire de la notoriété. Et je crois qu'ici, on a vraiment une question de deux modèles, un modèle de la notoriété, un modèle du rapport esthétique à l'alimentation et des règles qui doivent l'organiser. Mais merci pour cet éclairage sociologique qui effectivement met en perspective cette réflexion sur l'influence de l'image et des images de la cuisine française. Quel regard porte l'historien sur ces différents propos qui viennent d'être tenus, Marc de Ferrière? Je suis frappé par plusieurs choses. On voit visiblement qu'il y a un accord sur l'importance du savoir-faire, de la tradition. Ça se retrouve, quand on parle des hommes, c'est ça. Et alors, en tant qu'historien, non pas de la cuisine, mais plus du savoir-vivre, c'est quelque chose qui me frappe. J'ai l'impression, quand j'étudie le savoir-vivre, que je vois se dérouler un phénomène de mondialisation avant la lettre et avant l'invention du mot. Parce que finalement, si on regarde bien, quand on va dans le monde entier, dans des restaurants, le mode de savoir-vivre, le mode de façon de se servir, de se tenir à table et de manger, quel que soit quasiment le type de cuisine, est le mode français, qui a progressivement dominé. On a exporté quelque chose. C'est ce qu'on retrouve finalement dans la chaîne Relais et Château. Pourquoi est-ce qu'elle peut s'internationaliser de cette façon? Parce qu'elle s'appuie sur un savoir-vivre qui ne choque dans aucun pays. Et donc elle peut mettre en avant la qualité dont elle l'utilise. Alors moi, quand je regarde ça, si je regarde les entreprises qui permettent ce savoir-vivre, en particulier les entreprises françaises d'art de la table au 19e, et je ne sais pas, pour ceux d'entre vous hier soir qui étaient à la conférence de presse, vous avez peut-être entendu Olivier Rollinger qui insistait sur l'importance de la porcelaine, de l'orfèvrerie et du cristal dans une table, d'insister sur l'importance des fleurs, etc. C'est un élément majeur. Alors moi, ce qui me fascine, c'est que dès 1830-1840, ces industriels, ils sont déjà présents dans le monde entier. Quand on les suit, on les trouve en Amérique du Sud, on les trouve en Australie, on les trouve au Canada, on les trouve au Japon. Ils sont partout. Ils sont en train de contribuer avec les chefs, parce que les chefs français du 19e, on les trouve déjà à l'international. L'exemple d'Urbain Dubois ou d'Escoffier est connu, mais on pourrait en trouver d'autres. Les compagnies de navigation avec leurs paquebots ont contribué aussi à diffuser ce savoir-vivre en transportant des étrangers qui ensuite demandaient à retrouver le même. Et j'ai l'impression que finalement, sur 150-200 ans, on a assisté à une forme de diffusion mondiale. Alors, c'est pas du néocolonialisme, parce que finalement, on l'a fait largement avant. Et la question, c'est, aujourd'hui, on a une forme de savoir-vivre à la française qui est tellement mondialisé qu'il n'est plus à la française. Et en même temps, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas que McDonald's qui est capable de faire de la mondialisation. On l'a fait longtemps avant eux.
La vraie question, c'est comment continuer de le faire vivre, comment s'adapter à ce qui se renouvelle, comment s'adapter à la demande des Japonais ou de Hong Kong, mais dans une grande tradition. Et de ce point de vue-là, en tant qu'historien, il est évident que pour moi, l'homme est devant. Donc ce sont les hommes qui vont permettre que ça se fasse à tous les niveaux. Oui, parce que je reprends au vol une première expression, vous avez parlé de modèle. Et c'est vrai que dans l'esprit, au sens commun, quand on parle de modèle, ça a un caractère un peu figé tout de même. Le modèle, étymologiquement, à un moment donné, il est stabilisé et il évolue, mais autour de valeurs qui sont oui, mais il évolue en permanence. On discutait tout à l'heure les maîtres d'hôtel, parce qu'on n'a pas beaucoup prononcé le mot maître d'hôtel. Et dans l'art de vivre à la française, il y a évidemment le cuisinier, mais il a bien dit qu'il était restaurateur, parce que la dimension du maître d'hôtel me semble très importante. Et on parlait des types de services. On s'amusait, on parlait par exemple du service à la cloche qui sur 200 ans est apparu, disparu, réapparu, disparu. Donc le modèle, il est vivant, on le reprend et on le transforme. Regardez le dit Vélec qui de la presse à canard a fait la presse à homard. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc on est dans du modèle, mais du modèle vivant. Et le modèle vivant, par définition, il bouge avec son temps. Il n'est pas sclérosant. Sur le Relais Château, ce modèle, cet art de vivre à la française, vous le voyez évoluer comment? Alors, permettez-moi de rebondir sur ce que Jean-Pierre a dit, parce que je trouve ça très très intéressant, et je reviens après à votre question. C'est vrai que la critique a semé la confusion. Et dans les Relais Château, on s'est posé la même question. Voilà où nous en sommes, parce que nous-mêmes, nous posons des questions. Alors, on trouve qu'il y a une vraie tendance terroir. Ça, on a bien défini, c'est solide, c'est consolidé. Et après, il y a des modes. Il y a des modes qui, aujourd'hui, sont vendus par certains critiques comme une vraie tendance, quand ils ne le sont pas. Et c'est vrai qu'il y a deux modèles anglo-saxons et latins. Mais je voudrais vous rassurer, on a fait cette étude avec CSA, avec M. Carroll, dans 10 marchés clés, dont les États-Unis, dont l'Angleterre, dont l'Italie, l'Espagne, la France et tout. Et on a demandé quels sont les guides qui vraiment comptent pour ces clients. Et notre panel, c'était quand même 150 millions de personnes. Et je dois vous dire que même aux États-Unis, Michelin, bien numéro 2, qu'il est la référence en Angleterre ou en Espagne, bien sûr en France. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que c'est ce qu'on voit nous-mêmes dans la profession, dans nos médias internes de ce qui se passe, n'est pas vraiment ce qui est perçu par la majorité de la population. Et c'est vrai que les guides qui se développent, Zagat par exemple aux États-Unis, sont des guides basés sur les expériences clients. Et où les clients, ils apportent toute l'information et les classements viennent de là. Mais par exemple, au restaurant, quand vous voyez, et on s'est posé la question nous-mêmes, mais comment ils ont fait ces classements? Et quand ils voient que c'est quelques critiques gastronomiques un peu éparpillées dans le monde, qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas tous les restaurants, c'est-à-dire que l'espagnol, il est en train de défendre sa bannière. L'anglais, la sienne, le français, la sienne, et l'allemand, la sienne. Et finalement, tu dis, mais quelle base il y a ces classements? Mais c'est une base nulle. Alors, il faut qu'on réagisse à tout ça. Et qu'on dise, voilà, quand il y a une étude qui apparaît, voilà, comment il a été fait, est-ce qu'il y a une crédibilité? Mais il faut quand même tirer des leçons de tout ça. Il faut tirer des leçons. La première leçon, c'est que peut-être nous sommes ici en France ou même en Europe un peu trop lents. Aujourd'hui, avec l'Internet, quand on veut savoir où est-ce qu'on peut bien manger à New York, on tape et on le sait tout de suite. Les dernières nouvelles, les dernières nouveautés, qu'est-ce qui s'est ouvert. Et ici, on a des guides, dont les Michelin, que pour attribuer une étoile, avec peut-être raison, ou même Relais Château, pour accepter une maison, ça nous prend des fois des années, parce qu'on veut être tellement sûr, dans un monde qui est de plus en plus, qui fonctionne de plus en plus vite. C'est-à-dire il y a des leçons à prendre. Voilà. Une petite réaction, qui est simplement une réaction pour poser le vocabulaire.
En plein accord avec ce que vous venez de dire, je crois que l'importance du Michelin, l'importance des guides qui hiérarchisent, on peut discuter des procédures, mais elle est décisive. Elle est décisive et elle permet ce que vous avez appelé la critique. C'est en fin de compte un travail de la presse et des journalistes. C'est pas eux que j'appelais la critique. Quand je dis il y a une crise de la critique, c'est une crise de la critique au sens où elle était institutionnalisée en France dans des guides qui hiérarchisent de façon systématique et très organisée. Et ce modèle-là paraît extrêmement important parce que la presse est organisée avec un double cercle. Il y a un premier cercle qu'on a connu en France très actif avec des gens qui avaient une très forte culture gastronomique, tournaient beaucoup sur les restaurants. Et ensuite, il y a un deuxième cercle de journalistes qui reprennent les notoriétés en place et accentuent, font un travail d'écho. Or, la question, c'est que depuis le suicide de Bernard Loiseau, le premier cercle a un peu perdu la voie. Et que le deuil, ou en tout cas le travail que nous avons à faire, c'est celui de comment reparler de cette question, comment hiérarchiser, quelle place la critique a dans le système gastronomique, et elle a une place décisive, parce qu'elle construit les notoriétés, parce que pour revenir sur une question de tout à l'heure, c'est un des rares domaines dans lequel le rapport offre-demande est organisé de façon un petit peu différente. C'est quand Grimaud de la Reynière invente le style gastronomique, quand il invente ce qui va devenir les labels, c'est-à-dire qu'il donne un certificat, jury dégustateur, un certificat, les restaurateurs prennent ça, ou les traiteurs, et mettent ça dans leur boutique. Qu'est-ce qu'on a? On a une instance de légitimation. C'est une instance qui dit, voilà, l'excellence, elle est par là. Alors aujourd'hui, il y a toute une série de labels qui ont démultiplié ça, et je crois qu'un de nos atouts en France, c'est peut-être notre attitude gastronomique, c'est aussi la posture AOC. Mais surtout, n'oublions pas dans la posture AOC que l'AOC, c'est un territoire, c'est pour le vin un encépagement, c'est des méthodes de vinification, c'est un contrôle par les pairs et c'est un lien avec l'histoire, avec la culture. Et ce lien bouge. Et cette dimension culturelle, eh bien, on a probablement à la retravailler encore un petit peu plus, un peu plus forte. Alors, justement, en ce qui concerne l'influence à l'étranger, Dominique Chardon, cette question des labels, cette question de la reconnaissance par la critique et finalement du regard que l'on peut porter, que des experts peuvent porter sur les produits, les terroirs, la gastronomie, est-ce que c'est un élément porteur? Est-ce que c'est un élément qui conduit aussi à pouvoir diffuser les produits? Si vous le permettez, j'ai beaucoup apprécié ce que vient de dire Jean-Luc Poulin, parce qu'il y a derrière cela toute l'autre question de l'influence quand même de ce qu'on appelle le commerce, parce qu'on vit quand même dans un monde économique, hein, on n'est absolument pas dans un monde fermé, une bulle où tout serait formidable. Et on le voit, si vous me permettez, avec le vin, ou les vins, pour parler au pluriel. La notion de nouveau monde et de vieux monde. Dieu sait si elle influence aujourd'hui, et elle culpabilise une grande partie des professions du monde du vin, des vignerons eux-mêmes. L'histoire des copeaux, c'est-à-dire la modernité qui rentre dans le goût universel, un goût, et donc un goût pas unique, mais presque. Hein, et donc, on voit le doute s'instaurer chez nous, et tout d'un coup, puisque je reviens aux AOC, il y a quelqu'un de Châteauneuf-du-Pape en face de moi, il pourrait témoigner. C'est donc derrière cela toute une question pour nous aussi d'une nouvelle élaboration de la pensée, d'un approfondissement de nos propres positions. Et il est vrai que, par exemple, on est incapable ou on arrive difficilement à expliquer notre différence, alors qu'en fait, c'est tout le problème de l'image, la simplification qui vient du nouveau monde face à la complexité, entre guillemets, que nous on pourrait dire du vieux monde, hein, c'est-à-dire la complexité, je reviens donc à ce que vous venez de dire, M. Poulin, c'est le terroir au sens de l'AOC,
avec le relief, le climat. Alors, je démontre ça pour montrer la complexité pour un anglo-saxon qui veut vendre son vin de façon simple et dans un marketing de marque pure, hein, puisque c'est ça que l'on veut influencer. C'est le cépage, c'est l'altitude, c'est l'orientation, c'est le savoir-faire, c'est l'énologue, c'est le sommelier, c'est le géographe, c'est donc l'historien, puis on peut continuer comme ça. C'est ça qu'on vient de se dire, nous. Et le problème, c'est comment on va faire passer ce message aujourd'hui comme étant la beauté. Alors moi, je suis convaincu, mais il n'empêche que c'est aussi cela qui désigne même la cuisine française aujourd'hui dans la critique comme étant complexe, inatteignable, voire bon, c'est beau tout ça, c'est bien, mais bon, est-ce que c'est abordable? Et c'est toutes ces questions du doute qui sont mises sur ce que moi je crois être des éléments de beauté. Alors faut-il pour autant que nous ayons aussi dans nos notions de marketing la capacité d'expliquer la complexité? Voilà, alors je crois que là c'est un point essentiel, parce qu'on voit bien qu'une des premières conclusions, c'est que une des caractéristiques de la qualité, hein, de l'art de vivre à la française, c'est cette complexité. Alors justement, cette complexité, comment la vendre? Est-ce que c'est aussi difficile que ça? Il faut apprendre à en parler simplement. Je ne comprends pas le discours qui consiste à dire parler des vins français, c'est compliqué. C'est pas compliqué, le vin français. C'est d'une grande simplicité. Ce qui est compliqué, c'est ce qui complique les choses. Et arrêtons d'avoir cette attitude-là c'est compréhensible par n'importe qui, la connexion entre un terroir, un encépagement, une méthode de vinification et des traditions. C'est compliqué, ça? Et quand on cède au titre que c'est compliqué à des caricatures, c'est-à-dire à des vins qui sont reconnaissables ou à une fausse culture du vin, vous apprenez 50 mots et vous brillez dans les salons. Ça sent le fruit rouge. Non, le noyau de griotte. C'est nettement mieux le noyau de griotte. Hein, mais parce que la culture du vin aussi, elle bouge, et elle est notre rapport au vin, qui consiste à regarder le vin comme un objet dont il faudrait découvrir les qualités. C'est un rapport au vin qui est historiquement très, très daté. Il y a eu des vins pendant très longtemps qu'on buvait coupés, et ce n'était pas du tout désagréable, et on peut parfaitement envisager de couper le vin. On peut aussi être attentif à des propositions qui sont faites. Moi, j'ai été assez proche des gens du cognac quand, dans les discothèques d'Asie du Sud-Est, on a commencé à y mettre des glaçons et du Perrier dans des XO, et j'ai vu la difficulté que c'était pour eux de voir leur culture du cognac complètement inversée. Sauf que on peut regarder ça autrement. La question, si je me déplace sur le vin, des vins coupés d'eau, ça peut être extrêmement intéressant à boire. Simplement, c'est une autre manière de boire. Et notre rapport au vin, par exemple, il est extrêmement perturbé par le rapport à l'alcool. C'est-à-dire qu'on refoule la dimension alcoolique du vin, et pendant très longtemps, le fait de couper les vins d'eau, c'était une manière de régler la montée de l'ivresse. Et on a un pan entier de notre gastronomie qui est une manière de fréquenter l'ivresse. Une réaction. Une seule réaction. Alors bon, je partage complètement. Jacques Puiset sera là. Il parlerait de l'eau rougie. Alors moi, j'ai appris à déguster le vin à Lignières de Touraine avec beaucoup d'eau, un petit peu de vin, un petit peu plus de vin, un peu moins d'eau, et jusqu'à un certain âge où finalement le palais se faisait, parce que c'est finalement pas si évident que ça. D'ailleurs, c'est là-dessus où le marketing et l'énologie moderne, entre guillemets, utilisent l'uniformisation. C'est-à-dire, voilà, si c'est sucré, on va se rappeler le Coca-Cola. Donc, et puis on va en plus y mettre un certain nombre de fruits, y ajouter donc un certain nombre de fruits. Ce qui me semble, et là je suis complètement, c'est derrière ça l'incapacité que nous avons, et ça c'est une vraie critique, à penser qu'il faut la durée, qu'il faut le temps, il faut la formation. Et donc il faut former un certain nombre aussi de personnes. Si au Japon, et là je reviens à l'économie, excusez-moi, une seconde, si au Japon, nous continuons à vendre nos meilleurs vins, nos vins,
C'est parce que les sommeliers ont été formés, ont été éduqués. Je ne sais pas s'il est là, Jacques Puiset, mais c'est ce travail qu'il a fait depuis 20 ans ou 30 ans là-bas, porte toujours ses fruits. Et ils sont, alors c'est là, je pourrais parler du Québec aujourd'hui, ils reconnaissent un tel cru de Bourgogne, de Côte-du-Rhône, etc. Mieux que nous encore. Donc, ils en sont fiers, ils sont heureux. Ça fait partie de la forme d'intelligence supérieure. Et donc, alors que rentrer dans un monde aujourd'hui de l'uniformisation des goûts et de la marque, c'est quelque chose de dramatique au sens de la beauté de l'univers. Il y a donc un travail à faire de formation. Ce travail-là, personne ne veut le faire. C'est la France qui l'a fait jusqu'à il y a quelques années. Sopexa le faisait. Il n'y a plus de moyens pour le faire ou très peu. Et on voit même aujourd'hui les producteurs des autres pays du monde dire mais reformer, il faut reparler ce qu'on appelle les prescripteurs pour qu'on puisse à nouveau consommer de façon digne du vin. Alors là, voilà, donc c'est le travail. Les Québécois ont travaillé, eux, par rapport à l'alcool, ont inventé le slogan qui est très beau, la modération a bien meilleur goût. Et avec ça, on éduque dans les écoles, etc. Et on pourrait l'appliquer ailleurs que pour le vin. Mais c'est cela, la modération a bien meilleur goût. Et avec ça, effectivement, le monde peut avancer. Mais c'est un travail de fond. Et on est loin de l'obligation de résultat trimestriel. Juste une remarque, vous avez qu'en matière de formation à la sommellerie, et vous avez d'excellentes formations dans les écoles hôtelières. Bon, c'est une petite pointe de publicité. Par rapport, oui, Marc de Ferrière, oui, c'est vrai. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour un exemple. Quand il y a une quinzaine d'années, dans une autre vie, je travaillais dans une entreprise d'art de la table, on s'était posé le même problème avec le Japon, parce que le japonais n'a pas des manières de table comme les nôtres, et comment leur vendre les produits. La solution qu'on avait trouvée, j'ai envoyé mon assistante plusieurs fois faire la tournée des villes japonaises et donner des cours d'art de la table. Et alors, je reprends aussi, il ne faut pas avoir honte de faire de l'économie. Je crois que si la cuisine française a une influence à l'étranger, c'est pour avoir des conséquences économiques qui est un enjeu important. Il ne faut pas s'en excuser. Et donc nous, on l'avait fait et ça s'est ressenti. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est dans les gènes ou pas, je pense que ça peut être acquis. Et c'est à nous de faire en sorte que ça rentre dans les gènes des autres pour que cette cuisine... parce que ça, si c'est dans nos gènes, ça peut être dans les gènes des autres, il n'y a pas de raison. Et on peut leur apprendre. À tel point qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, le meilleur sommelier du monde était japonais, si je me trompe. Stéphane Carrade, vous ressentez cette complexité, la difficulté à vendre la complexité de la gastronomie française ou de la restauration française dans votre établissement, dans vos relations avec vos interlocuteurs japonais ? Non, mais c'est vrai que la cuisine française est assez complexe. Mais non, comme je disais, ils sont au niveau technique, ils sont même très très au point. Là, effectivement, ce qui est difficile à leur apprendre, il y a des jeunes cuisiniers japonais qui sont chez moi pour une année. Mais c'est vrai qu'au bout de 8 mois, quand tu goûtes, il faut tout le temps goûter parce qu'effectivement, ça... L'assaisonnement et la liaison entre plusieurs éléments, ils ont du mal à le comprendre. Et c'est peut-être vraiment dans les gènes parce qu'ils coupent à merveille, ils font vous leur dites vous faites un cube de 1,5 sur 1,5, ils vont le faire parfaitement, même mieux que nous. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de leur apprendre ce que notre sensibilité. La sensibilité quand on fait de la cuisine, c'est des fois on ne l'explique pas non plus. On a la poêle dans la main et puis on y met un petit peu de vinaigre, on y met un petit peu de sel, on y met un petit peu de jus de citron, parce qu'on l'a en nous. Et ça, c'est difficile à apprendre à quelqu'un. Et surtout à des gens, à des jeunes japonais, quoi. Alors, face à Jean Bardet qui me regarde, je ne dirais pas que c'est un problème de formation, parce que ce qui me concerne, il le prendrait comme une attaque personnelle. Ceci dit, il y a beaucoup de jeunes cuisiniers français aussi qui n'auront jamais aussi. Monsieur Jean Bardet peut témoigner. Là, je crois que la cuisine, on ne l'a pas. Après, on peut faire de la cuisine. La cuisine, tout le monde en fait, mais après, de la faire très bien et puis avec quelque chose en plus, il y a très peu de cuisiniers, je crois, qui ont la petite chose en plus, quoi. Du cuisinier qui sort un peu des normes, quoi. Bien, Raoui Tapias, oui. Moi, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit et profiter de la notion de marque.
et peut-être être d'accord avec vous, et on a parlé aujourd'hui beaucoup de l'Asie et du Japon. C'est-à-dire que moi, dans ma perception, quand j'ai fait un peu le parcours partout, je pense que tout ce qui est cuisine française est une vraie marque, un vrai label de qualité dans les pays asiatiques, par exemple. C'est-à-dire que, et pas seulement la cuisine en soi, mais la cuisine et les produits. Quand je vois que nos collègues de Shanghai, ils arrivent à vendre le XO ou 18 000 bouteilles de Moët et Chandon, et tu dis pourquoi? C'est parce que cette notion de histoire derrière ces marques, c'est vraiment très très apprécié. Mais ça, c'est pas pareil de partout dans le monde. Si on passe maintenant aux États-Unis, les choses évoluent tellement vite que les gens ils prennent pas le temps d'apprendre et aimer ces marques. Quand je vois, quand vous parliez de vin, oui, c'est facile d'expliquer la qualité d'un vin. Mais quand je vois qu'aux États-Unis, il y a une compagnie qui a mis des fonds sur la table énormes il y a une dizaine d'années et qu'aujourd'hui, ils ont gagné plus de 50% du marché avec des vins qui ne sont pas de qualité, mais aux États-Unis, il faut beaucoup d'argent. Et on vend autrement. Et la seule façon que la France a de se promouvoir dans la gastronomie et dans tout, c'est dans l'unité. Et s'il y a peut-être une critique à faire de mon côté, c'est que des fois, on est un peu trop dissociés. Et quand tu vois les Italiens qui partent à la conquête d'un pays, ils partent tous ensemble, avant on en parlait, et ils peuvent venir avec un chef, mais derrière avec la cuisine, avec les produits, boum, ils arrivent, ils débarquent. Je pense que pour vraiment, dans ces grands marchés, avoir un impact, il faut mettre des fonds, il faut avoir de l'impact, et cet impact peut arriver seulement dans l'unité. Des réactions à ces propos où je vois que le temps tourne, peut-être quelques mots de conclusion et nous allons passer la parole à la salle si vous avez des questions par rapport aux différentes interventions. Je ne sais pas qui souhaite peut-être, Dominique Chardon, dire quelques mots en conclusion. Ce ne serait pas forcément une conclusion, mais en même temps, l'excellence, peut-on la rendre abordable? C'est une autre question. Et si je dis ça, c'est parce que c'est quand même toute une interrogation. Sur le calcul économique notamment. Comment? Sur le calcul économique notamment. Oui, et alors, c'est aussi, on le vérifie parce que c'est l'Italie, enfin vous venez d'aborder, enfin il y a aussi des aspects de diaspora. Hein. Encore que, là je rends hommage, vous venez de dire, je fais une parenthèse, hein, je la ferme vite fait, vous venez de rappeler les écoles françaises de cuisine en particulier. C'est indéniable que quand on est dans le monde, on voit le nombre de jeunes Français, enfin, vous en faites partie, qui sont dans les cuisines, qui sont chefs, qui sont sommeliers, qui sont au service, qui sont managers. Ils sont dans l'hôtellerie, la restauration, dans les cuisines. C'est extraordinaire. Je ne dors pas au Burj Al Arab à Dubaï quand je vais, mais j'ai été l'autre jour invité par toute l'équipe. Ils sont quand même 15, et les 15 chefs du Burj Al Arab à Dubaï, quand même, c'est une référence, sont tous français, que des jeunes, et qui ont donc là-dessus compétence. Et en même temps, on aurait quand même intérêt à imaginer l'excellence aussi dans des formes qui peut-être pourraient rappeler le bistrot à la française, qui pourraient rappeler d'une autre forme des tables à la française, et qui, les relais, j'ai entendu hier soir, enfin, il y a quelque chose à faire pour que cette idée et cette image d'excellence tire aussi plus largement une autre façon de goûter, de déguster, de manger, de vivre l'art à la française. Bien évidemment, il est hors de question de conclure quoi que ce soit. On vient juste d'entamer une réflexion. Mais à la question, peut-on accéder facilement à l'excellence? Bien sûr, la réponse implicite, c'est non. Mais je pense qu'on peut aussi désigner simplement l'excellence. C'est-à-dire la désigner, et ensuite il y a un chemin vers l'excellence. Il y a un chemin vers l'excellence, et ça repositionne plutôt que de tenir à distance. Moi, petite image comme ça. C'était au moment du bicentenaire. Il y avait, je crois que c'est Reiser qui avait fait un numéro sur les droits de l'homme. Et puis il avait fait un dessin qui s'intitulait « Le droit de ne rien y connaître au vin ».
Alors, il y avait un type qui avait un verre de vin en main, et le mec il disait putain, il titre. Et c'est intéressant parce que il y a une culture du vin un peu chichiteuse. Par moment, elle tient à distance les gens. Alors, elle peut être intéressante, mais il y a aussi d'autres cultures du vin. Et la particularité peut-être de la France, c'est d'avoir plusieurs cultures du vin. Voilà, et qu'il y a accessible à niveau. Exactement. Et on peut désigner l'excellence. L'excellence, on peut la montrer. On va laisser la parole à la salle après, réagir, poser des questions. Alors, Marc de Ferrière, cet art de vivre à la française, c'est un modèle qui doit retrouver ses racines, si j'ai bien compris le sens de vos interventions. Je crois qu'il doit les garder, il doit savoir les mettre en avant. Il faut faire attention, ça a été souligné sur la dimension arrogance. Je crois que l'art de vivre à la française, il n'est pas nécessairement compliqué, il est codifié. L'important, c'est de faire comprendre quels sont ces codes. C'est tout. Et une fois que les codes sont expliqués, et ça peut être expliqué simplement, je suis d'accord avec Jean-Pierre Corbeau, ça n'a pas besoin d'être complexe. Une fois que ces codes sont expliqués, ils peuvent facilement être adoptés, parce qu'ils ont une... pardon, Jean Poulain, super. On doit tellement bosser ensemble que je finis par m'en mêler les pinceaux. Bon, donc, ces codes, ils doivent être expliqués simplement. Et une fois qu'ils sont compris, ils sont relativement faciles à adopter, donc ils sont faciles à vivre. Et à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Alors ensuite, on peut admettre plusieurs niveaux. L'excellence, c'est aussi ce qui tire tout le reste. Et une fois qu'on voit où est l'excellence... Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est faire l'Italie. Finalement, l'Italie, il y a une cuisine italienne, c'est quoi? C'est la pizza? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Je ne crois pas. Or, la diaspora italienne, c'est quand même ça qu'elle a vendu comme image. Nous, je crois qu'on peut vendre une autre image. Bien, alors, les propos n'engagent que leurs auteurs, n'est-ce pas? Bon. Jaume Tapies, deux mots avant peut-être d'engager un dialogue avec la salle. Oui, deux mots seulement pour dire que moi, je suis de nature optimiste. Je crois que l'art de vivre à la française a deux composantes. Il y a une composante de savoir-faire, et il y a une composante de plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde de la communication, il faut savoir exprimer ça, raconter cette histoire, raconter ses racines, mais le raconter de la façon où le monde aujourd'hui a envie de l'entendre. Et je crois qu'on va y arriver, et qu'en tout cas, les Relais Châteaux, on va essayer de faire le mieux. Je crois qu'il y a un mot qui résume parfaitement un peu, c'est la notion de plaisir. Le mot de plaisir, je crois qu'il est assez caractéristique finalement de nos échanges. Bon, la formule est un peu ramassée, je dis, mais c'est quand même bien ça. Bon, vous avez la parole. Est-ce que vous avez des réactions Alors, il y a un micro-baladeur qui arrive. Je vais juste reprendre un petit peu ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure, mais je veux commencer par dire que la France a tout à fait raison d'être fière de son terroir et sa gastronomie. C'est la raison pour laquelle je suis venu en France, en faisant la cuisine au départ, chez le nôtre et d'ailleurs. Mais Jean-Pierre a dit le problème, c'est parler simplement. Quand on discute, on parle de la gastronomie française, l'art de vivre française, on présente ça d'une manière tellement compliquée, c'est repoussant. C'est trop compliqué, je ne vais pas le toucher. C'est pas que c'est compliqué, c'est compliquifié, on peut dire, je ne sais pas, par les gens soit qui ne le connaissent pas suffisamment, ou par les gens qui veulent construire un mur autour de ça en disant vous ne pouvez jamais comprendre, peut-être par notre génétique qui est peut-être un peu différent. Je vous avoue qu'on est tous pareils. Mais je suis, dans les discours que j'ai autour de moi avec les Américains ou les Français, j'essaie de démystifier cette notion que c'est compliqué, mais c'est complexe. Et si on parle simplement par rapport à ce que c'est, et on donne le plaisir, parce que c'est ça le but de manger, c'est d'avoir le plaisir, disant, vous connaissez pas cette mets, allez, goûtez-le, ça va vous faire plaisir. C'est tout simplement ça.
Et si on construit cette mur autour de la gastronomie française, ça ne va pas évoluer et les gens ne vont pas apprécier. Aux États-Unis, la cuisine française vit très bien. C'est bien valorisé, malgré notre ami Bush, qui va s'en aller bientôt. Mais c'est quelque chose quand même qui est ancré. N'abordons pas les sujets qui fâchent. Oh, je m'en fous. Pour toutes les écoles de cuisine américaines, la langue française est très importante, mais aussi dans tous les lycées américains, un élève sur 4 apprend la langue française dans les lycées américains. Donc c'est important, il faut valoriser ça et dire que, bon, parlons simplement et essayer d'inclure au lieu d'exclure les gens de ce discours. Bien. J'avais une prise de parole ici, tout à fait en bas, madame. Vous souhaitez ici, là, pouvez-vous... Justement, après qu'Alex ait parlé, j'aurais moins de choses à dire. Je m'appelle Paul Kaya et depuis 10 ans, je reçois à Paris des étrangers qui sont quand même à 85% viennent d'Amérique, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont uniquement américains. Je les emmène au marché, je leur donne un cours de cuisine participatif. Hein, ils font la cuisine avec moi. Après ça, on déjeune, on boit, etc. Donc je pense que je connais bien le sujet de ce qu'est la France. Et j'ai tellement de choses à dire, je vais essayer de juste dire une seule chose. Vous avez commencé à l'aborder. Vous avez parlé beaucoup de, bon, on peut dire le haut de gamme, la gastronomie, les relais et châteaux. Parmi mes élèves, il y a des gens qui vont dans les 3 étoiles, qui vont dans les relais et châteaux, Georges V, etc. Il y a aussi ceux qui veulent les petits hôtels de charme ou même louer des appartements et qui ne veulent que les bistrots et pour qui le héros actuel, c'est comme de bord, hein, d'accord, qui n'a pas d'étoile. Le relais, enfin l'ex de la régalade, enfin bon, bref, un de vos pays, si on peut dire, hein, ou presque. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un autre niveau. Je crois qu'on a besoin du niveau que vous avez évoqué, c'est-à-dire toute cette tradition, la gastronomie, le haut niveau. Mais vous êtes arrivé jusqu'au niveau du plaisir. Moi, je rajouterais un mot qui est très à la mode, mais qui est plein de signification, c'est la convivialité. Hein. Je n'ai pas fait d'école de cuisine. Je fais une cuisine, je crois, contemporaine, moderne, bonne, basée sur le terroir. J'étais à l'Aïol, cher monsieur, figurez-vous, parce que ça m'intéresse. Le terroir, les gens, ils savent ce que c'est, et quand ils ne savent pas, on leur explique en 3 minutes devant un morceau de comté, et croyez-moi, ils ont compris. Après, on va chez mon caviste, dans le 3e arrondissement de Paris, on achète une bouteille qui est entre 7,50 € et 8,50 €, qui n'est plus forcément une AOC, parce qu'on a tous compris qu'il y a des jeunes vignerons qui font d'excellents vins, qui n'ont plus l'AOC parce qu'ils ont choisi le vin, ils ont été obligés d'être en vin de pays parce qu'ils ont choisi, bon, tout ça on connaît. Et on rentre chez moi, on prépare la cuisine, on déjeune et les gens disent en buvant le vin c'est bon. Et on met la table correctement, mais sans, les verres ne sont pas forcément en cristal. Les choses sont faites très correctement, mais à un autre niveau. Et je crois qu'il faut aussi continuer ce travail de terrain, la rencontre avec les producteurs, la rencontre avec le caviste qui en 3 minutes va vous dire je choisis cette bouteille pour vous parce qu'elle aura ses notes, elle ne va pas être machin de griotte. Hein. Ça va être beaucoup plus simple que ça. Et les gens, ils comprennent et ils sont contents. Ils ont rencontré des Français, ils les ont rencontrés en France, ils aimeraient bien les rencontrer ailleurs, mais on n'a pas besoin de toujours être uniquement à ce niveau très... un peu empoulé. Il y a plein de choses qui se passent dans notre pays. On est complètement aujourd'hui sous l'influence de la modernité, de l'Internet. On y est. Alors, c'est plus la peine de le nier. Il faut au contraire simplement maintenir ce qu'on a et en même temps suivre le mouvement. Merci, madame, pour ce témoignage. Qui, de mon point de vue, si vous me permettez un commentaire, ne contredit pas ce qui est très dit, mais le complète parfaitement, en abordant effectivement, en éclairant un autre aspect, tout à fait, voilà, et qui rejoint les propos précédents. Jean Bardet voulait prendre la parole. Je dois vous dire, messieurs, que je viens de passer un moment de grande qualité avec vous. J'ai beaucoup appris de choses. C'était très, très intéressant. Vraiment très intéressant. Vous avez fait un tour complet de un peu ce qui était le goût. Il est certain qu'on parle d'excellence, on parle disons, est-ce que le plaisir aussi, vous savez, je crois que c'est Goethe qui disait, pour voir, il faut être né, mais pour apprécier, il faut se cultiver.
Alors, certains qu'on ne peut pas saisir la complexité d'arôme d'un vin, d'un produit, si on n'a pas de sensibilité. Ça s'éduque aussi, ça, avant toute chose. Et nous autres, les cuisiniers, on est toujours en face de ce problème important. Lorsque vous voyez les intitulés des recettes, par exemple, d'entendre des mots des mets, lorsqu'on faisait, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on marquait le tourne-dos châtelaine, la poularde à Bufferat, le petit pâté de foie blond à la Lucien Tendré. Vous voyez, on savait ce que c'était qu'un tablier de sapeur, on savait ce que c'était qu'un cassoulet, on savait ce que c'était que des pieds épaqués. On mangeait aussi à cette époque-là, en parlant de terroir, on mangeait l'innommable, on mangeait l'intérieur, on mangeait les panses, les pieds poilus, on mangeait ça, ou pas du terroir. Moi, voyez-vous, je suis chasseur. On m'a amené un sanglier l'autre jour. Voulez-vous que je vende du sanglier chez moi? Eh bien, je vais même vous dire, j'avais 2 fois de sanglier. On les a fait rôtir en cuisine, et mon chef a dit au cuisinier et au garçon, c'est du foie de veau. Autrement, il n'aurait pas mangé. Donc, lorsqu'on met un intitulé d'une recette, il faut faire rêver les gens, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. C'est ça, cette ignorance, c'est terrible. Alors on leur dit quoi? Eh bien, on dit voilà, on va vous faire un civet. Un civet, ça veut dire quoi, le civet? Le civet, c'est parce que c'est la cive de vigne qu'on mettait. Il peut être de vin blanc ou de vin rouge. On va vous faire un civet. Mais il va être gourmand, ce civet. Alors, fait civet gourmand. De quoi? Ben, de mâts, de petites crustacés, on peut dire de pêche, de casier, de côte bretonne, n'importe quoi. Et puis, on va l'épicer. On va l'épicer de quoi? Eh bien, de gingembre, de citron vert. Et tout ça, c'est des adjectifs, des adverbes, des mots qui viennent à ce coup prendre la tête des gens. Et lorsqu'ils vont goûter le plat, ils vont retrouver ça. Si on ne leur explique pas, ils passent à côté parce que ça n'évoque rien pour eux. Ça ne correspond à rien. Ce ne sont pas des plats de mémoire, ce ne sont pas des plats de transmission. Et lorsqu'on goûte, par exemple, on parlait des vins. Moi, je suis un amateur de vin, vous savez, je ne mets pas beaucoup d'eau dedans, c'est vrai, mais disons que c'est quand même de l'eau purifiée par la vigne, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui me rassure lorsque je l'absorbe. Mais le vin, c'est extraordinaire d'avoir cette complicité. Moi, j'ai le Vouvray. Le Vouvray, je considère que le Chenin, avec le Riesling, comme les plus grands cépages de France et du monde. Mais c'est une telle complexité, c'est incroyable, que même les cuisiniers ne savent pas encore en faire. Avec quel mets on va le mettre, dans quelles circonstances on va l'adapter. Donc, vous voyez, il faut, si par exemple je bois du rosé, le rosé, c'est pas un vin. Mais si je dis au client, ce rosé, regardez, c'est une rose fanée corolle ouverte. C'est un vin espiègle avec un rouge saumon. C'est un souvenir d'enfance de sirop de grenadine, de sucette à la framboise, d'écume de confiture de fraises. Vous mettez ça dans une belle égère dans un seau. Ben, croyez-moi, ils vont en redemander. Plaisir et poésie. Plaisir et poésie. Il y avait d'autres questions. S'il vous plaît. Oui. Oui, pardon. J'avais le... Oui. Non. Bonjour, Didier Chabrol, Slow Food. Et je me demande, la question que je voudrais poser, c'est dans quelle mesure on va pouvoir continuer à exporter un modèle d'excellence française, que je ne remets pas en question, alors même qu'il y a des questions à se poser sur le standard du savoir manger en France. Jean-Pierre Poulin a bien dit, ce qui est important, c'est le rapport que les Français ont construit autour de l'alimentation. Bon, c'est historique, ça dure depuis des siècles, mais il continue à se passer des choses aujourd'hui. Est-ce qu'on continue à investir dans ce rapport quotidien à l'alimentation? Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut apprendre à cuisiner? Où est-ce qu'on peut apprendre à découvrir des produits? Bon, ça se fait évidemment dans des établissements spécialisés, mais pour le mangeur de base, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ça se fait guère dans la famille. Il y a des auto-écoles pour apprendre à conduire. Il n'y a pas d'endroit pour apprendre à manger. Est-ce qu'il est normal...